J'accueille maintenant Jérôme Clément. Jérôme Clément, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de Arte depuis sa création en 1991. On y reviendra, mais d'abord on va parler de l'écrivain Jérôme Clément. Vous avez déjà publié Lettres à Pierre Bérégovoy, La culture expliquée à ma fille, Les femmes et l'amour. Mais là vous changez de registre avec un livre très intime et très émouvant qui s'appelle Plus tard tu comprendras et qui est édité chez Grasset. Alors, Plus tard tu comprendras, c'est la phrase que vous dit votre mère, c'est même sa dernière phrase. Vous racontez sa mort au début du livre. Alors elle vous fait deux recommandations. La première, c'est de s'occuper de son second mari, votre beau-père. Et la deuxième recommandation qu'elle vous fait, c'est de refuser que la cousine qui lui a piqué son premier mari vienne à son enterrement. Voilà. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que 6 ans plus tard, lorsque votre beau-père meurt à son tour, en faisant l'inventaire de l'appartement, vous découvrez toute l'histoire de votre famille dans une pochette en cuir rouge ornée d'arabesques dorées dans laquelle il y a toute la correspondance de vos parents. Voilà. Et c'est absolument touchant. D'un seul coup, tout vous apparaît et vous découvrez qu'en fait, vos parents, c'était Roméo et Juliette. Elle s'appelait Gornik, elle venait d'une famille juive de Russie qui avait quitté le pays en 1905 à cause des pogroms. Lui, il était catholique et breton. Ils se rencontrent à la faculté de pharmacie. Et les deux familles ne veulent pas qu'ils se marient. Je pensais que pour elle, qui était issue d'une famille russe immigrée, elle souhaitait s'intégrer à la communauté française et qu'en fait elle allait trouver dans ce mariage quelque chose qui accomplissait véritablement son destin familial. Ouais. Et en fait, ce n'était pas ça du tout. Sa famille, à elle, ne souhaitait pas qu'elle épouse un goy. Elle souhaitait qu'elle reste dans la communauté. Et du côté de mon père, on ne souhaitait pas trop qu'il épouse cette fille d'immigrés russe, qui parlait mal le français, qui était pas vraiment français, quoi. Donc ça leur plaisait pas, ni aux uns ni aux autres. Mais enfin, ils se sont mariés quand même. Alors les deux familles s'observent un petit peu au départ en chien de faïence, hein, c'est un peu comme ça, quoi. Et quand votre sœur Catherine arrive, là c'est le dégel. D'un seul coup, tout le monde se retrouve autour de l'enfant, ce qui est plutôt joli d'ailleurs. Mais malgré tout, votre sœur est baptisée et sera élevée, comme vous d'ailleurs, dans la religion catholique. Oui, je crois que l'arrivée du premier enfant, qui a été le premier petit enfant, a réuni tout le monde. On est en février 39. En février 39, on est encore, même s'il y a des menaces, c'est encore une période de paix. Et donc tout le monde s'est retrouvé. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré jusqu'en septembre 39. À ce moment-là, quand la guerre a éclaté, les choses ont évolué autrement. Mais c'est vrai que je pense que l'une des conditions au mariage, bien que ça ne soit jamais dit explicitement, c'était l'éducation catholique. Mais en fait, c'était très accepté par ma mère aussi, qui trouvait ça tout à fait naturel. Elle se sentait pas du tout juive à l'époque. C'est la guerre qui lui a fait prendre conscience de sa judéité, mais autrement, avant, elle n'y pensait pas trop. Alors justement, toujours dans cet appartement, après la mort de votre beau-père, vous trouvez un classeur. Alors j'adore parce que le classeur, il est en faux cuir vert, on voit très bien, vous dites que c'est d'une laideur absolue d'ailleurs. Oui, c'était en sky vert. En sky vert, voilà. Alors vous trouvez à l'intérieur de ce classeur des lettres qui correspondent à la période de la guerre, à la promulgation du statut des Juifs, et votre père est obligé de gérer la pharmacie qui appartient à votre mère, parce qu'elle n'a pas le droit de la gérer en fait. Non, c'est-à-dire qu'ils ont acheté une pharmacie, et du fait du statut des Juifs, elle a été achetée au nom de mon père. Et donc c'est lui qui, de ce fait, gère cette pharmacie qui a été achetée par mon grand-père maternel. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit la réalité des choses, c'est-à-dire les choses ne sont pas aussi manichéennes qu'on veut bien le dire, parce que par exemple votre mère, pendant cette période de la guerre, elle est protégée par un médecin de l'Abwehr, de l'armée allemande, non ? Oui, oui, elle ne savait pas qu'il était. Elle savait pas exactement ce qu'il faisait. Elle savait simplement qu'il était. C'était un médecin allemand. Enfin, elle ne savait pas qu'il avait des liens avec l'Abwehr et qu'il était en fait très très lié à l'armée allemande. Mais en fait, c'est lui qui l'a aidé et qui lui a dit à certains moments, il faut partir, cachez-vous. C'est le moment de vous éloigner. Mais ça, on l'a su qu'après, évidemment. C'était injuste. C'était injuste, oui. C'était absolument. Et heureusement, il y en a eu quelques-uns. Alors vous continuez votre recherche dans l'appartement, c'est très romanesque, et vous tombez sur un dossier Arianité, qui est entre assurance et automobile. Enfin, c'est un dossier qui est classé comme ça, au milieu des autres. Et c'est un dossier dans lequel vous trouvez une lettre où votre père est obligé de déclarer la judéité de votre mère à la police.
Oui, c'était l'application du statut des Juifs dans lequel on disait le mari doit déclarer pour la femme que sa femme, enfin, son identité religieuse. Et donc il a écrit au préfet de police et au préfet de Paris, j'ai trouvé les copies des 2 lettres, en disant moi, Yves Clément, je déclare ma femme juive. Ouais. Et lui, de son côté, donnait tous les certificats de baptême. Ça m'a beaucoup intrigué, ce dossier. Et je veux dire qu'on en a beaucoup parlé avec ma sœur, d'ailleurs, pour savoir est-ce qu'il était obligé, ça pose des questions fondamentales, est-ce qu'il était obligé de déclarer cette lettre? Est-ce qu'il était, au contraire, il aurait pu ne pas le faire? Certains ne l'ont pas fait à l'époque, d'autres l'ont fait. Par exemple, j'en ai souvent parlé avec Georges Kijman, qui lui ne l'a pas fait, enfin ses parents ne l'ont pas fait. Je crois que la véritable raison, enfin en tout cas, c'est que c'était la seule façon de protéger ma sœur, Catherine, parce que pour être déclaré juif, il fallait 3 grands-parents de nationalité, de confession juive, et comme ça, il faisait la preuve en fait qu'elle, elle ne l'était pas. Ouais. Donc, et votre mère, elle savait que votre père l'avait entre guillemets vraiment dénoncé, non, déclaré? Pas déclaré. Il appliquait la loi, mais à l'époque tout le monde appliquait la loi. Donc elle le savait. Je pense qu'elle le savait. Oui, je pense qu'elle le savait. Je ne peux pas imaginer qu'elle ne l'ait pas su. Je pense qu'ils l'ont fait ensemble et qu'elle le savait. Mais on ne savait pas non plus à cette époque les conséquences que ça aurait. On est en 1941. Alors ce qui vous choque un peu quand vous retrouvez ce courrier, c'est que le mot arien est souligné. C'est-à-dire votre père avait bien souligné que lui était arien. Oui, la lettre, ça vous choque, ça? La lettre est extrêmement frappante parce qu'on la lit, moi, etc. Je déclare, moi, arien, déclare ma femme juive. Voilà. Alors évidemment, ça choque terriblement aujourd'hui. Mais c'était l'application de la loi aussi de l'époque. Et voilà, il faut le prendre comme un fait historique. Alors, vos grands-parents maternels, donc les parents de votre mère, les Gornik, sont obligés de se réfugier dans la zone libre à Salviac. Oui, dans le Lot, petit village du Lot. Et ils sont allés dans le Lot où ils ont passé 2 ans, finalement assez tranquille, à l'hôtel de l'Univers, qui est le Salviac, il faut imaginer ce que c'est un petit village, il y a une rivière qui coule au fond de la vallée, les gens forment une vraie communauté, ils ont été accueillis, tout le monde les a rejoints, ma tante Tania, Bella, enfin toute la famille s'était retrouvée là, il y avait une quinzaine de Juifs qui vivaient assez tranquilles dans ce village, jusqu'en 1944, où là, à 2 mois du débarquement, c'est-à-dire très exactement le 29 mars 1944, les Allemands sont arrivés, la milice avait dénoncé mes grands-parents et ils les ont arrêtés en pleine nuit. Et là, évidemment... Donc la milice des Français. Parce que moi, j'étais élevé à 15 km de Salviac, dans le Lot, pendant 18 ans de ma vie, j'habitais Catus. Et ma mère habite Cahors, toujours. Je me suis toujours posé la question, les gens que je croise, les vieilles dames, les vieux messieurs, qui sont des gens adorables, et que je croise tous les jours sur le chemin de mon école et qui me donnent parfois des chocolatines. Est-ce que cette petite vieille-là a un jour dénoncé des Juifs là à côté? Je suis retourné à Salviac pour enquêter justement. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'était resté très vivant dans les mémoires. C'est-à-dire que l'arrestation des Gornik, mes grands-parents. Donc moi j'ai vu les témoins qui sont encore vivants, effectivement. D'abord le maire de Salviac, aujourd'hui, était le fils de l'hôtelier dans lequel habitaient mes grands-parents. Il avait 5 ans à l'époque. Il se souvient très très bien. On a très peur à 4 ans. Quand les Allemands débarquent en pleine nuit, cassent tout et que tout le monde s'enfuit. Mais mes grands-parents, ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient au 2e étage, il fallait descendre au 1er, ils n'ont pas eu le temps de fuir. Ils ne se cachaient pas vraiment, ils étaient à l'hôtel en plus. Ils ne se cachaient pas vraiment, non. Tout le monde les connaissait. Mon grand-père était quelqu'un de très généreux. Ils ne pensaient pas que ça pourrait arriver. Ils ne pensaient pas que ça pourrait arriver. On les avait prévenus parce que d'autres membres de la famille qui étaient dans d'autres endroits étaient partis déjà dans le maquis. Mais eux... Bon, est-ce que c'était lassitude? Est-ce que c'était trop de confiance? Trop de sécurité? Enfin, bref, ils sont restés. Et ils se sont fait arrêter. Et la suite a été évidemment terrible. Cahors, la prison Saint-Michel à Toulouse, Drancy et Auschwitz, où ils sont morts le 1er mai 1944. C'est entre leur arrestation et et il s'est passé 1 mois. Ça a été très rapide. Et ce qui m'a énormément touché, aussi dans les papiers que j'ai retrouvés dans ce classeur vert, justement, c'est ces petits bouts de papier. Et en particulier, ma mère avait tout gardé, sans jamais me le montrer, cette enveloppe dans laquelle il y avait un petit bout de papier déchiré, genre papier toilette, vraiment des bribes de papier sur lesquelles il y avait écrit de la main de mon grand-père: nous sommes déportés demain, portez cette lettre s'il vous plaît à Madame Untel. Et en fait, c'est le dernier petit mot qu'il a écrit. Et qui a été posté, donné sans doute au travers de la grille ou jeté du car qui les emmenait à Drancy. Et puis après, voilà, c'était fini, quoi. Après la guerre, c'est le silence. Votre mère veut se fondre dans la masse de ceux
qui ont souffert de la guerre, et c'était le cas de beaucoup de Juifs à l'époque. Les Juifs à l'époque ne veulent plus être spécifiques. Ma mère a tout fait pour, comme vous le dites, pour effacer tout ça, pour ne faire qu'on n'en parle plus assez. On ne veut plus être dans cette situation-là. On veut vraiment être assimilé. Et donc moi c'est pas que j'étais par mon père totalement français et catholique, et par ma mère aussi d'ailleurs. Il y a eu un non-dit en France pendant toutes ces années-là, qui a duré extrêmement longtemps, qui a duré jusqu'au film de Lanzmann, jusqu'à Shoah, parce que même dans Nuit et brouillard, on ne parle pas des Juifs, on parle des gens qui ont souffert de la guerre, mais ça peut être les gaullistes, ça peut être les communistes, ça peut être les résistants. Mais on parlait des déportés, on ne parlait pas des Juifs, on parlait des déportés. Et les déportés, c'était une catégorie dans laquelle il y avait tout, les communistes, les résistants, mais il n'y avait pas de problème juif. Et en fait, il a fallu très longtemps. Mais c'était d'un commun accord, finalement. Ça arrangeait tout le monde qu'on n'en parle pas. On a vu dans les cérémonies anniversaires du 60e anniversaire, là, ces derniers temps, que ça commence à apparaître maintenant. On commence à comprendre, effectivement, qu'il y a eu un grand silence pendant 15 ans au moins, pour qu'on se dise, on comprenne la réalité des choses. Maintenant, ça y est, c'est reconnu. Il a surtout fallu attendre 1995 pour que Jacques Chirac reconnaisse la responsabilité de l'État français dans ce qui s'est passé, parce que jusque-là, on disait que c'était les Allemands qui avaient imposé aux Français de le faire. Et il a été le premier à le faire. C'était une date importante. Et aujourd'hui, donc, les noms de vos grands-parents sont écrits donc sur ce mur qui a été inauguré le 25 janvier dernier par Jacques Chirac. Oui, justement, c'est vraiment... effectivement, depuis seulement quelques jours, finalement, que leur nom figure. Et c'est une chose dont ma mère me parlait souvent. Elle me disait, tu sais pas ce que c'est que de ne pas avoir de lieu où pleurer ses parents, de ne pas avoir de lieu. Et ça me paraissait assez abstrait, finalement. J'écoutais, mais je comprenais pas forcément ce que ça voulait dire. L'inscription de ces noms, il y a quelques jours, c'est enfin une réparation. Enfin, il a fallu 60 ans pour ça. C'est beaucoup, 60 ans. Alors, à partir de là, vous repartez sur les traces de votre judéité. Vous allez pour la première fois dans une synagogue en 2002. C'est pas vieux? Non. Non, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je ne savais pas en fait exactement ce qui s'était passé. Je voyais ma mère chaque année partir pour Yom Kippour, mais je ne savais pas ce que c'était. Et comme moi, j'étais élevé dans la religion catholique, et qu'elle-même m'élevait dans la religion catholique, j'ignorais en fait ce que c'était qu'une synagogue. Je ne connaissais rien de la religion juive. Et après sa mort, en découvrant tout ça, en voyant les bouts de papier de Drancy, en voyant les lettres écrites pendant la guerre sur les cartes postales du maréchal Pétain, etc., j'ai vraiment eu envie d'aller à la recherche de mes origines, pour savoir un petit peu d'où je venais, qui j'étais, et comment j'étais, parce qu'en fait je le savais sans le savoir. Et il y a un très grand mystère, et je l'ai fait non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants, et aussi pour tout le monde. Parce que je crois qu'il faut assumer ces questions-là, et surtout quand on a, comme moi, un certain rôle public, je veux dire, c'est important de dire les choses et de rompre le silence, de sortir du secret. Alors votre mère, tous les ans, elle disparaissait un jour d'automne, vous ne saviez pas très bien ce qu'elle faisait. Non. En échange de quoi elle vous faisait réciter le Notre Père et le Je vous salue Marie, quoi. Oui, tous vous les avez soirs. Vécu comme ça. Oui, tous les soirs au pied du lit, je faisais mes prières, et j'avais une nourrice aussi, et on se lavait les dents, on récitait sa prière, on faisait sa toilette. C'était pratiquement les 3 choses qu'on faisait tous les jours pendant des années. J'ai fait ma communion solennelle, et je suis allé à Chartres en pèlerinage, et j'ai fait ma confirmation, et tous les dimanches j'allais à la messe, et je communiais. Voilà, donc j'étais parfaitement... Bon, en même temps, il y avait quelque chose qui clochait. Mais bon, c'est quelque chose qui clochait, je voyais bien qu'il y avait du mystère et une certaine part de non-dit. De non-dit dans la vie religieuse, enfin identité, et aussi dans la vie amoureuse, puisque les histoires de famille étaient très compliquées. Donc il y avait beaucoup de silence et de troubles finalement, mais de troubles que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Plus tard tu comprendras. Plus tard tu comprendras. Jérôme Clément, plus tard tu comprendras, c'est édité chez Grasset. Alors désormais, ce livre va vous servir à transmettre à vos enfants, cette fois, la mémoire familiale. Votre mère avait donné son étoile jaune à votre fils aîné, hein? Oui, là aussi d'une façon très étrange, sans me le dire. C'est-à-dire qu'un jour, elle l'a fait venir quand il avait 11 ans, et
elle a ouvert le tiroir de son secrétaire et elle lui a donné l'étoile jaune qu'elle portait pendant la guerre. Et c'était un geste évidemment extraordinairement fort, puisqu'elle ne l'avait pas fait pour moi, elle m'en avait pas parlé. Et ça l'a, évidemment, c'était pas anodin de faire ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y avait de temps en temps comme ça des signes qui étaient extrêmement puissants, quoi, et qui, quand j'y repense, sont extrêmement émouvants pour l'histoire familiale, parce que c'était là, quoi. Ça a toujours été là. Et même si on ne le savait pas, c'était là. C'est dur. Vous vous sentez mieux après ce livre? Oui, je pense que j'ai atteint une maturité suffisante pour faire face à ce genre de difficultés qu'on traverse et à pouvoir aujourd'hui non seulement les assumer mais les exprimer. Et je pense que l'expression publique, c'est-à-dire être là ce soir parmi vous pour dire c'est comme ça que ça s'est passé et c'est important de le dire, je pense que ça compte, oui. Donc je me sens bien de le dire. Je suis heureux de pouvoir vous le dire ce soir ici. On est heureux que vous soyez là, Jérôme. Tu comprendras, c'est édité chez Grasset. Alors à part ça, Jérôme, un petit mot sur Arte. Arte va bien, les audiences sont plutôt bonnes, non, apparemment? Bah oui. C'est la chaîne préférée des Français. Ouais. C'est quand même bizarre. Ouais. Mais ça marche bien. Hein. Non, parce que c'est la chaîne préférée des Français, mais en audience, c'est quand même pas la plus regardée. Non, mais on peut préférer quelqu'un et pas forcément le regarder tout le temps. C'est peut-être un petit peu du snobisme de dire que oh, moi, ma chaîne préférée, c'est Arte. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas. C'est au moins une bonne conscience. Oui, c'est déjà ça. Oui, ça veut dire qu'on est une belle nation d'hypocrites. Alors, Arte va passer en TNT, donc 24 heures sur 24, ça va être... Ça va être bien. Réjouissez-vous, soyez pas ironique. Alors, en 2001, Jérôme, dans Le Monde, vous parliez de la télé de Berlusconi en Italie et vous disiez que c'était du fascisme rampant. Est-ce que le mot n'est pas un peu fort compte tenu de ce qu'on vient de raconter? Alors, bon... je ne veux pas expliquer en détail ce qui s'est passé, mais c'était juste après l'élection de Berlusconi, et je voyais ce que Berlusconi a fait de la télévision et comment il a utilisé la télévision pour arriver au pouvoir. Et je disais effectivement que l'utilisation de la télévision un peu n'importe comment et parfois de façon dévoyée me paraissait être une voie qui pouvait conduire au décervelage et finalement à une sorte de fascisme rampant. Alors Le Monde en a fait un titre, ce qui n'était pas vraiment mon intention, et c'était dans un contexte historique précis. Mais je maintiens, et je persiste tout à fait, de penser qu'une certaine forme d'utilisation des grands médias peut servir à l'avènement du fascisme. Le rapport de votre sœur sur la télévision publique, c'est devenu quoi? Bah, c'est à elle qu'il faut poser la question. Je dirais que moi je ne suis pas responsable ni de ce qu'elle écrit, ni de l'utilisation qui est faite de ce qu'elle écrit.